Donc, grâce à tous les trois, donc bon, Céline, elle est au milieu, c'est facile. Christophe, il est là. Et Samuel tout au bout. Grâce à eux trois, on va pouvoir échanger ce soir sur la nourriture du champ à l'assiette, parce qu'avec chacune de leurs compétences, on va faire le tour du sujet et surtout voir un peu avec vous aussi et vos questions sur l'alimentation, la cuisine, de quoi est fait l'avenir de notre assiette. Voilà. Donc, quand on cherche sur Internet la définition alimentation 2.0 pour voir un petit peu à quoi on a affaire, on tombe aussi bien sur des sites de recettes de cuisine, un site scientifique de partage de travaux scientifiques, des sites de bistrot. Donc la première question que je vais vous poser à tous, peut-être à Céline en commençant, parce que dans sa présentation un petit peu rapide, Jeanne-Marie a pas dit que vous êtes une prospectiviste en fait, hein, vous dirigez un cabinet de veille à l'Imavenir et voilà, vous faites autorité sur la veille alimentaire et on attend tous les ans la publication de votre rapport, la Vigie. Alimentation. Voilà. Donc, pour vous, Céline, c'est quoi alimentation 2.0? Ça veut dire que ça recouvre quoi? Si j'étais un peu méchante, je dirais que c'est déjà daté parce qu'on voit souvent maintenant alimentation 3.0, 4.0, etc. Moi, quand j'ai commencé à vraiment de l'alimentation il y a déjà 6 ans. Je crois qu'on était déjà au 2.0 et en fait pour moi ce que ça exprime surtout c'est l'accélération, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit dans les téléphones portables ou les ordinateurs, etc. Pourquoi il y a ces versions différentes, c'est pour dire que ça va très vite et c'est vrai qu'il y a une accélération et je pense qu'on y reviendra pour pas mal de questions. Ça a changé beaucoup ces dernières années, notamment parce qu'il y a beaucoup de start-up, beaucoup d'innovation, beaucoup d'argent aussi, beaucoup de financement. Et en même temps, il ne faudrait pas surestimer cette vitesse de changement parce que surtout les comportements alimentaires sont marqués par beaucoup d'inertie, d'histoire et je pense que l'exposition au Musée de l'Homme le montre bien. Donc il faut réussir à pondérer un peu ça quand on essaye de prendre la mesure des rythmes d'évolution. Merci. Samuel, pour vous, alimentation 2.0 ? Clairement, le terme 2.0 fait référence à l'informatique et moi je vois une alimentation hyper technophile, c'est-à-dire qui est centrée vraiment sur des techniques modernes hein, de chimie et de biochimie. Mais si on prend ça plus largement et qu'on se dit alimentation 2.0, c'est alimentation du futur, est-ce qu'il n'y a pas justement une place un peu alternative pour une alimentation qui reviendrait vers plus d'authenticité, plus de terroir et en France notamment, c'est un peu la question et on voit bien qu'il y a toutes ces tendances mélangées qui s'expriment en ce moment. Christophe? Moi j'y vois un gimmick vaguement marketing, dans le sens qu'il n'y a pas de rupture dans l'alimentation. Or, on veut laisser entendre qu'il y a une rupture quand on parle de 2.0, 3.0 ou quand on parle d'iPhone 5, 6, 7. Chaque fois, on imagine qu'il y a quelque chose il y a une rupture alors qu'il y a une continuité, il y a une évolution de l'alimentation qu'il y a eu, qu'il y aura toujours. Donc, en fait, il ne faudrait pas parler de 2.0, il faudrait parler de 1,0001, puis après 1,0002, etc., ce qui est moins vendeur. Donc, c'est un peu artificiel, mais après, bon, faut bien mettre des néologismes pour exprimer le fait que ça avance, quoi. Bien. Fort de cette définition, je vais me retourner vers vous, Céline. Est-ce que vous pouvez, avec toute la science que vous avez, nous définir, nous cataloguer un peu les tendances de l'alimentation aujourd'hui en France et puis plus globalement dans le monde? Moi, je dirais déjà, ça dépend à quel plan on se situe, effectivement. Si on se situe au plan du monde, quand on parle de l'avenir de l'alimentation, on se pose tout de suite la question, est-ce qu'on va réussir à nourrir le monde? Et c'est une question qu'on se pose depuis longtemps, au fur et à mesure que la population a augmenté, qu'elle est passée à 1 milliard, 2 milliards et jusqu'à 7,7 milliards aujourd'hui. On se la pose encore aujourd'hui. Donc, c'est toute la question et donc toutes les solutions qui pourraient être mises derrière et qui sont là aussi nombreuses. Et il y a toute une palette. Donc, c'est la question des scénarios, puisque j'insiste beaucoup aussi sur le fait qu'il n'y a pas seulement un seul avenir possible. La prospective, juste un petit aparté, c'est aussi de dire il y a plusieurs futurs possibles et plusieurs scénarios en fonction de beaucoup de facteurs. Donc effectivement, il n'y a pas que le scénario technophile, par exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Et donc il y a cette question-là au niveau vraiment global. Et puis après, quand on parle de tendance, on va aussi parler plutôt de choses un petit peu infra, et notamment dans les pays développés, des nouveaux comportements de
consommation, ou plus exactement des nouvelles attentes, parce que parfois ces attentes ne sont pas encore manifestées de manière vraiment très puissante, mais sont simplement émergentes, donc comme le bio, le retour au local, la végétalisation de l'alimentation en général, la montée des nouveaux régimes comme le végétarisme, le véganisme, ou plus d'ailleurs de manière plus large le flexitarisme, qui est le régime qui consiste à manger moins de viande de manière consciente et volontaire, même si ça reste encore assez flou comme catégorie. Donc tout ça, ce sont des tendances, entre guillemets, qui ne sont pas des tendances de mode, parce que ça fait déjà un moment que ça existe. Pour le bio, ça fait déjà une vingtaine d'années. Pour d'autres tendances, ça fait déjà une dizaine d'années que ça augmente, mais c'est pas encore la majorité dans la consommation alimentaire. Ça reste même parfois des niches. Donc il y a toutes ces tendances-là, et puis on peut élargir aussi à tout ce qui est l'e-commerce, des nouveaux modes de distribution, donc des nouveaux modes de production également. Donc ça peut recouvrir beaucoup de choses. Ça recouvre beaucoup de choses, mais moi je suis demandeur d'un peu plus de précision, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, par exemple, si on prend le pays, dire, je sais pas, le bio, ça représente 30%, la tendance, la demande locale, hein, ce qu'on appelle, on va dire, le locavore, qu'on est un peu C'est très important d'avoir des ordres de grandeur, ce que je disais, parce que si on prend les taux de croissance, par exemple, notamment sur le bio, hein, c'est un bon cas de figure, on est sur des taux de croissance à 2 chiffres, à plus de 20% maintenant, donc on a l'impression que c'est un raz-de-marée, et si on regarde vraiment l'ordre de grandeur en termes de part de marché sur l'ensemble du marché alimentaire, on est à peu près 4%. Donc 4%, c'est rien du tout, hein, on est bien conscient de ça. Donc après, sur certaines catégories de produits, on va être à des pourcentages plus élevés, des parts plus élevées, notamment les œufs, le lait. Dans d'autres pays, en Suisse, Danemark, etc., on va aussi être sur des parts de marché plus élevées. Donc là, on peut voir que le bio commence à vraiment sortir de la niche, à devenir un petit peu plus grand public, et toucher aussi d'autres catégories de consommateurs. Donc ça donne, encore une fois, c'est des ordres de grandeur, et il faut bien toujours distinguer les taux de croissance et ce que ça représente. Alors sur le bio, on peut le faire parce qu'il y a un cahier des charges et que les produits sont bien définis comme tels. Sur le local, c'est beaucoup plus compliqué. Ce sont plutôt des estimations. Et puis en plus, on n'a pas de définition, en tout cas en termes de kilomètres géographiques, de ce que c'est que le local. On a des définitions sur ce que c'est qu'un circuit court, mais pas sur le local. Et on a des estimations, des ordres de grandeur qui sont plutôt entre 6-7%. Mais encore une fois, on voit que ça reste assez faible. Et puis pour les nouveaux régimes, hein, tant qu'à faire, on continue. Sur les végétariens, on est autour de 3-4% en France. Sur les véganes, on est moins de 1%. Ça, c'est important de le rappeler parce que c'est souvent très médiatisé, hein, très mis en avant. Ou même, on va mettre un peu dans le même sac tous les différents régimes, alors que les véganes, c'est vraiment très particulier. Donc c'est une ultra-minorité. Et par contre, les flexitariens, maintenant, on est autour d'un tiers de la population. Un tiers des consommateurs en France, mais aussi dans les autres pays développés. Donc c'est vraiment ça qui a changé, et c'est ça qui a changé le plus rapidement. En quelques années, on est passé de un quart à un tiers de la population qui a choisi de réduire sa consommation de viande, même si encore une fois, on ne sait pas de combien, sous quelle forme, etc. Et le végétarisme progresse, mais pas très rapidement. Merci Céline. Je me tourne vers Christophe. Maintenant, je rappelle que vous êtes commissaire de l'exposition dont tout Paris parle, hein, Je mange donc je suis. Et au-delà. Depuis la nuit des temps, depuis l'invention du feu, la cuisine est porteuse d'enjeux culturels. Elle nourrit non seulement le corps, mais elle participe à la construction des identités. Quand vous entendez comme ça ces nouvelles pratiques qui ne sont pas forcément des tendances, et ces nouvelles tendances, comme vous disiez, il n'y a pas de rupture culturelle. Il n'y a pas de rupture, oui, parce que justement, comme l'alimentation est on dit là-dessus, vous dites qu'il n'y a pas de rupture culturelle, mais si on se met à manger des insectes ou à devenir végane, ou même simplement déjà à se dire, bon, finalement, l'alimentation, ça peut aussi servir à soigner. On voit ça, la tendance des nutriments, ce qu'on dit les alicaments, etc. On va manger pour se soigner. Je veux dire, c'est un changement de relation à la nourriture quand même. Alors, c'est un changement, mais effectivement, comme Céline l'a bien fait remarquer, c'est un changement progressif. Ça correspond à des tendances qui se mettent en place petit à petit. Et c'est sûr d'un point de vue discours, une tendance qui se met en place petit à petit est moins vendeur qu'une rupture. Ça fait moins science-fiction. Quand on regarde les projections
de manière rétrospective. Quand on s'amuse à regarder les archives de l'INA et puis voir il y a 50 ans comment est-ce qu'on parlait de l'alimentation de l'an 2000. On rigole aujourd'hui, on rigole parce qu'on dit c'était vraiment n'importe quoi. Ils avaient regardé 2001, l'Odyssée de l'espace, et ils imaginaient qu'on allait tous manger des tablettes en poudre et avec des robots qui allaient nous faire la cuisine. Donc on rigole d'un point de vue rétrospectif. C'est toujours facile de rigoler sur les fausses projections, ou en tout cas les projections qui se sont plantées. Mais en fait, on reproduit le même type de schéma. C'est-à-dire que tout en se moquant des robots qui font la cuisine, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui c'est toujours nous qui fouettons dans nos casseroles, on dit effectivement, bah oui, mais dans 30 ans, voilà, on va manger des insectes en poudre parce qu'on en aura besoin, et puis on va manger des steaks in vitro parce qu'on voit que ça commence à émerger, donc forcément on va en manger dans 20 ans. Et sauf que c'est pas parce que ça existe, et c'est pas parce que technologiquement on peut le faire, c'est-à-dire que la cuisine qui cuisine toute seule, on peut le faire technologiquement, mais personne n'a ça chez soi parce que c'est juste, personne n'en veut, et d'un point de vue économique, c'est pas viable. Donc c'est pas parce qu'on arrive à faire de la viande in vitro et qu'on arrive à faire de la poudre d'insectes en barre que c'est ce qu'on va manger dans 20 ans. La technologie, c'est une chose, la culture, c'en est une autre, et pour qu'on se mette à manger des insectes en barre, il faudrait qu'on ait une vraie raison, et une vraie raison, ça c'est un scénario de science-fiction de fin du monde où dans lequel on peut éventuellement fantasmer pour le meilleur ou pour le pire, mais dans un monde entre guillemets non collapsant, il n'y a pas de raison de partir dans ces délires-là, et on va juste avoir effectivement, si on veut avoir une projection un peu plus raisonnable et raisonnée, c'est-à-dire, comme ça a été rappelé, on va sans doute effectivement manger un peu plus de végétaux, et puis on va surtout avoir des habitudes alimentaires qui vont se rééquilibrer, mais je vois aucune raison d'invoquer une nourriture universelle faite d'insectes et de viande artificielle, quoi. Donc en 2050, on mangera comme aujourd'hui? On mangera comme aujourd'hui, exactement. Oui. Tout à fait. Je pense que c'est tout à fait non excitant, parce qu'on mangera comme aujourd'hui, ce qui est très bien, parce que je trouve qu'on mange déjà pas mal. Alors, si on peut encore manger pareil dans 50 ans, je trouverais ça très bien. Samuel, je me tourne vers vous. C'est bon jusqu'à aujourd'hui au moins, puis peut-être encore pour longtemps si on en croit Christophe. La nourriture, ça vient des champs, de la domestication des végétaux, des animaux. Les évolutions que décrit Céline, dans ces évolutions, que deviennent l'agriculture et les agriculteurs? Alors, tout dépend, parce qu'elle en a cité pas mal des évolutions, mais effectivement, si on parle de viande de synthèse, par exemple, ou de substitut végétal, de steak végétal, l'agriculture n'est qu'un fournisseur de matières premières qui arrivera totalement transformé, et donc la rupture du lien entre le consommateur et le producteur serait beaucoup plus forte dans ce cas-là. Même une rupture de l'imaginaire de la nourriture. L'imaginaire, et puis bon, voilà, il y a énormément de choses derrière, et en France, on est plutôt un cas à part sur ces questions-là, hein, mais notamment sur l'importance de l'image du paysan comme façonneur de paysages, comme gardien de savoir-faire, de choses comme ça. Alors même si on sait qu'aujourd'hui l'agriculture, de ce point de vue-là, est assez multiple, et qu'il y a différentes tendances dans l'agriculture, on voit bien que dans cette alimentation, qui serait totalement technologisée, finalement, l'agriculteur n'a pas sa place. Et ce qui est probable, c'est que les modes de production qui seraient favorisés seraient les modes de production les plus économiques, et on a tout à craindre des conséquences environnementales de ces modes de production. On a déjà des évaluations. On a déjà des évaluations qui ne sont pas très très bonnes. Ouais. De toute façon, ce qui est le plus rentable, c'est assez simple, c'est d'être en monoculture, le plus dense possible par unité de surface. Et pour faire ça, vous êtes obligé d'utiliser beaucoup de béquilles technologiques qui sont des intrants de synthèse, des engrais de synthèse, du machinisme très performant, qui est fortement consommateur lui-même de technologie et d'énergie. Donc oui, c'est évident que ces modes de production vont pas dans une idée de valoriser des terroirs, des paysages, de la biodiversité sur les espaces agricoles, des choses comme ça. Oui. En même temps, je vous écoute. Il n'y a pas que le contenu de l'assiette qui évolue. Il y a les façons de manger. Vous l'évoquiez brièvement, Céline. C'est-à-dire que la manière aujourd'hui dont on prend le temps déjà de déjeuner, je lisais dans vos travaux la réduction du temps de déjeuner, ça impacte complètement aussi la manière de cuisiner. On ne fait plus des recettes qui durent 3 heures. Pour donner une idée, puis je vous laisse la parole sur le sujet, le temps de déjeuner en 1970, c'était 1h30.
Aujourd'hui, c'est une demi-heure. Alors là, ça c'est effectivement assez frappant. Maintenant, il faut voir que ça s'est stabilisé, que ce soit le midi ou le soir, qu'il y a eu un retour un peu de la cuisine loisir, mais plutôt le week-end, pas au quotidien, parce que c'est vrai qu'au quotidien, on a tous des contraintes qui sont croissantes, de temps de transport et puis en concurrence avec d'autres activités. Et ça, c'est vrai que je suis complètement d'accord qu'il faut le prendre, c'est vraiment imbriqué. Quand on pense à l'alimentation, c'est pas seulement effectivement ce qu'on a dans l'assiette, mais c'est comment on mange, avec qui, à quelle heure, est-ce qu'on s'assoit autour d'une table ou pas. Donc une autre des tendances effectivement que j'ai pas mentionné, c'est la fragmentation des repas, la désynchronisation des repas et la montée du snacking, quelque chose qui est bien entendu déjà très poussé dans des pays anglo-saxons comme les États-Unis, mais même le Canada, l'Australie ou le Royaume-Uni, et qui se développe encore en France, qui était encore un peu entre guillemets à la traîne, mais qui c'est en train de se développer. Et ça a des conséquences effectivement sur le type de produits consommés. On va pas manger une blanquette de veau sur le pouce entre des repas et donc ça peut accélérer certaines tendances, ça peut accélérer justement la tendance la végétalisation, parce qu'on va peut-être avoir il y a beaucoup d'innovations en ce moment justement dans les snacks d'origine végétale, donc on peut avoir le rééquilibrage entre protéines animales et protéines végétales qui peut passer par le snacking justement, avec des choses qui vont être là je vais pas juger, il y a des choses qui peuvent être bonnes nutritionnellement et d'autres pas bonnes, ça dépend vraiment. Et puis, il y a un autre phénomène qui est lié aussi à cette question du temps, et ça me permet de rebondir sur ce que disait Christophe. C'est vrai que quand on regarde dans la science-fiction, on imaginait des robots qui allaient tout faire à notre place, et maintenant on rigole, on dit ça n'existe pas. Mais en fait, déjà, c'est en train de se développer les robots dans la restauration rapide. Là, il y a des robots Pizzaiolo, etc., qui ont une start-up qui a levé encore des millions. Et c'est bien parti pour se développer assez vite. Et d'autre part, finalement, ce qui a pris la place de ça, c'est-à-dire qu'en fait, le besoin, il était bien identifié, c'était celui de, on veut qu'on nous serve à manger quelque chose de tout prêt, on veut pas se casser la tête à salir des casseroles, etc. Ça existe, c'est la livraison de repas. Et aujourd'hui, la livraison de repas, elle est en train de se développer aussi très vite dans les grandes villes pour commencer, mais c'est en train de gagner les villes moyennes, c'est les Uber Eats, Deliveroo, etc., qui au niveau mondial, mais là aussi, je regarde ça, c'est vraiment au niveau mondial. En Chine et en Inde sont même encore plus avancés que nous en la matière. Je dis ça avancé, encore une fois, sans jugement de valeur. Et dans ce modèle-là, ce qui se développe, c'est quoi? Pour gagner en rentabilité, c'est l'automatisation. Donc c'est des cuisines fantômes où il y a des robots qui vont cuisiner des plats qui vont être livrés chez vous. Donc finalement, on n'a pas le robot à domicile parce que ça, effectivement, c'est pas rentable et qu'on n'en voulait peut-être pas parce qu'on n'avait pas forcément envie psychologiquement de cohabiter avec un robot. Mais on sera peut-être quand même nourri par des robots d'une manière indirecte par la livraison de repas. Quand on regarde toujours les chiffres des repas pour la France, 30% des repas sont pris hors domicile, restaurant, cantine, voire gamelle quand on est sur les chantiers. Un tiers comme ça de la façon de se nourrir déléguée à d'autres. On délègue à d'autres la responsabilité du repas. C'est pas non plus sans conséquence, c'est-à-dire que ça multiplie les intermédiaires. C'est en termes de traçabilité, de sécurité alimentaire. Samuel, je me tourne vers vous. Vous avez compris. Non, alors effectivement, la restauration collective a une énorme responsabilité. Certains opérateurs d'ailleurs l'ont pris en compte, mais globalement, du point de vue du consommateur, la principale inquiétude, c'est que c'est assez facile de faire du blanchiment, je pourrais dire, pour utiliser un terme qui s'utilise dans d'autres contextes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'origine de votre viande qui est indiquée, mais tous les autres aliments, vous n'avez aucune idée ni du mode de production, ni de son origine concrètement. Et donc, on sait par exemple que les viandes, les poulets par exemple, les poulets qui sont achetés sont des poulets d'importation qui sont élevés dans de plutôt mauvaises conditions, contrairement aux poulets que le même consommateur va choisir pour lui-même quand il ira faire les courses. C'est-à-dire qu'on a une différence entre les achats et finalement ce que le consommateur va consommer via la restauration hors foyer par rapport au même consommateur qui ferait ses courses lui-même. Ce qui montre bien que finalement il y a un problème j'ai envie d'utiliser un mot fort, mais un problème de loyauté de l'intermédiaire par rapport au consommateur, oui. Comment on remédie à ça?
J'aurais envie de dire plus de réglementation, mais oui, après c'est aussi de la sensibilisation des opérateurs, c'est aussi l'exigence du consommateur, c'est quand même un poids extrêmement fort à l'échelle, si on ne parle pas seulement de la restauration en foyer, mais on voit bien qu'il y a pas mal de changements qui surviennent par la demande finalement du consommateur final. Et donc on peut vraiment imaginer en restauration hors foyer que c'est l'exigence des consommateurs. Alors on est un peu captif quand on va à la cantine de son entreprise ou de son administration. Je voyais, là, il y a combien ? Il y a 1 mois et demi, j'étais en reportage dans la Nièvre sur justement la question de la relocalisation de la nourriture et dans le cadre des plans alimentaires territoriaux, le département a pris une initiative de monter une plateforme ouverte aussi bien aux agriculteurs bio, pas bio, une plateforme où les restaurateurs privés et collectifs peuvent venir s'approvisionner. C'est récent, elle n'est pas ouverte depuis très très longtemps, mais du coup, les paysans disent, moi j'ai, je sais pas, tant de kilos de fraises, tant de kilos de patates, tant de veaux, etc. Et il y a non, c'est une bêtise, ça marche à l'envers. C'est-à-dire que les restaurateurs, collectifs ou privés, disent j'ai besoin de tant de choses, j'ai 50 blanquettes. Les producteurs disent moi je le peux à tel prix. Et je veux dire, ça relocalise totalement la production. On a des exemples. Il y a eu un exemple récent d'une municipalité dans la Sarthe qui avait décidé de faire passer toutes ses cantines au bio et qui a dû renoncer au bout de 2 ans parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à suivre en approvisionnement. C'est-à-dire que soit elle trouvait des approvisionnements qui étaient trop lointains, trop chers, soit simplement elle ne trouvait pas les quantités nécessaires pour nourrir les enfants. Donc, mais bon, voilà, il y a des initiatives positives qui vont dans le bon sens. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a besoin d'une organisation sur l'ensemble de la filière. Et ça, c'est pas encore mature. Ouais. Mais les plans alimentaires territoriaux peuvent aider. Ouais. Mais vous me disiez aussi quand on préparait ce débat, vous soulignez avec beaucoup de malice que quand on ne peut pas tracer, le marketing utilise la personnalité. C'est-à-dire, vous pouvez en dire un peu plus ? En fait, ce qui va se passer le plus souvent, c'est qu'on va s'appuyer sur les impressions spontanées qu'ont les gens. On va dire, voilà, vous avez un repas végétal. Le repas végétal, c'est associé dans l'imaginaire collectif à quelque chose de sain. Et en fait, on se repose finalement sur des impressions qui ne sont pas forcément dites explicitement pour essayer de défendre l'idée que ce qu'on vous donne à manger est positif. Ouais. Vous ne voulez pas citer. Mais moi, je vais le citer, moi. C'est pas un problème. Je veux dire, une entreprise quand même importante comme Michel et Augustin communique sur Michel et Augustin et pas du tout sur l'origine des produits et les paysans qui sont derrière. D'accord, c'était cet aspect-là que vous vouliez que... Oui. Par exemple, il n'y a pas que. Non, alors, pas l'opprobre sur Michel et Augustin. Oui, alors ça c'est une tendance plus générale. Ouais, alors c'est encore un petit peu différent. C'est pas spécifique à la restauration en foyer. C'est plus généralement, c'est qu'en mettant les photos des producteurs sur les emballages, effectivement, on recrée artificiellement un lien qui a été totalement rompu entre consommateurs et producteurs, et qu'il y avait une vraie demande chez le consommateur de recréation de ce lien, mais force est de constater que ce lien est quand même artificiel dans la mesure où même si vous avez le nom et l'âge et voilà le nombre d'enfants du producteur qui est en face, il faut voir que l'ensemble est globalisé et que le lot que vous avez spécifiquement devant vous n'est probablement pas il n'est pas possible de l'attribuer au producteur dont la photo est sur l'emballage. Oui. On le voit même sur dans les grandes surfaces quand il y a la viande de la ferme du voisin, c'est vrai, et elle est excellente et tout ça, mais c'est quoi ? C'est 1% du rayon. Oui, et puis ça ne préjuge en rien ni de la bonne ni de la mauvaise qualité. On voit bien que c'est juste un artifice pour recréer du lien. Voilà. On va faire un grand saut avec Christophe, parce qu'on va revenir en cuisine. Parce que Christophe, ça n'a pas été dit, mais il enseigne aussi la cuisine. Et il a travaillé, il est biophysicien et épigénéticien, donc c'est un monsieur des molécules. Pour lui, la cuisine, c'est d'abord une science. Oui.
Oui. Je veux finir, donc, mais je veux dire, quand on voit aujourd'hui, enfin depuis quelques années, le nombre d'émissions de télévision qui transforment la cuisine en compétition quand même. Hein. C'était un acte de partage et c'est devenu une course et une compétition. Moi, je voulais voir avec vous si vous aviez des éléments quand même, avec toutes vos enquêtes et votre travail de recherche sur la cuisine, si ça influençait la cuisine familiale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la compétition dans les cuisines familiales ou dans les réceptions entre amis Alors, un peu à la marge. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, et on voit à travers les émissions de télé, les émissions d'il y a 40, 50 ans, que ce soit Oliver pour les premières, puis après Robuchon, enfin Bocuse, Maïté, etc. On était dans une cuisine de démonstration, c'est-à-dire que voilà comment je cuisine, apprenez. Et ça, c'est un côté très pédagogique qui a toujours bien fonctionné jusqu'à l'arrivée effectivement de ces émissions beaucoup plus scénarisées, type Top Chef, Master Chef et compagnie, dans lesquelles on met en avant une compétition. En soi, j'ai beaucoup de mal, moi, avec cette idée de compétition en cuisine, parce qu'effectivement, la cuisine est un art ménager, domestique, que l'on peut pousser au rang d'art au sens des beaux-arts, si on veut, mais qui n'est pas forcément voué à ça, on pourra en discuter. Mais du coup, à travers cet aspect très, très artificialisé de la cuisine, on en fait quelque chose de compétitif qui a toujours existé entre les chefs. Il y a toujours eu des concours de cuisine. Bocuse d'Or en est un exemple le plus célèbre. Mais là, le fait de transporter ce type de concours en mode plus amateur a des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est d'une certaine manière une espèce de challenge. Et puis, on a envie effectivement d'essayer des nouvelles choses, d'améliorer sa technique. Le mauvais côté, c'est qu'on perd complètement cet aspect convivial et partage de la cuisine, puisqu'on est dans un autre mode. On a un mode très compétitif qui correspond à l'ère du temps et qui est un petit peu, je dirais, antinomique avec cette notion de partage que valorise et qu'incarne la cuisine. Maintenant, comment est-ce qu'on voit, parce que moi, mes élèves, entre guillemets, sont les profs de cuisine. C'est que j'enseigne pas dans les lycées hôteliers, j'enseigne directement pour former les professeurs. Et donc, c'est à travers eux que j'ai beaucoup d'échos sur justement les nouvelles générations qui arrivent et les attentes qu'ils ont. Et le fait est que la science s'y retrouve plutôt bien. C'est pour ça que c'est tant mieux pour moi, puisqu'il y a de plus en plus dans cette manière de cuisiner une volonté de comprendre, en fait. C'est-à-dire que l'élève d'il y a 20 ans, on pouvait lui enseigner la mayonnaise en lui montrant comment on fait, puis en lui disant fais pareil, et si tu n'y arrives pas, tu regardes mieux et tu refais pareil, et ça finira par marcher. Aujourd'hui, l'élève a un peu plus besoin qu'on lui explique, qu'on lui dise pourquoi ça marche pas. Et au lieu de lui dire refais comme moi, il dit bah oui, parce que ton œuf était trop froid, parce que ton huile, tu l'as pas incorporé assez rapidement, parce que etc. Il a besoin d'avoir cette espèce de confiance dans le fait que le prof il comprend ce qu'il fait. C'est un peu rapidement dit, mais n'empêche qu'il est tout à fait possible de très bien cuisiner sans rien comprendre à ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de grands chefs qui fonctionnent comme ça, et parce que ça fonctionne, donc il n'y a pas besoin de comprendre. Mais d'un point de vue pédagogique, c'est limité. Donc il est clair que dès qu'on enseigne la cuisine, on est d'une certaine manière obligé de comprendre un peu ce qui s'y passe. Et le fait de comprendre, ça ouvre plein de portes sur l'évolution des manières de faire et sur le fait d'abandonner certaines habitudes, mauvaises habitudes éventuellement, et puis revenir ou mettre en place des meilleures manières de faire. Il y a de plus en plus de questionnements, c'est-à-dire que la cuisine est vraiment en permanence questionnée sur les pratiques, sur l'impact nutritionnel de telle cuisson. Et on voit qu'il y a des questions qui émergent des élèves qui paraissent extrêmement matures aujourd'hui. Et l'élève va dire oui, mais alors là, j'ai fait une cuisson au micro-ondes, est-ce que ça pose tel ou tel, ou si je fais une cuisson vapeur, c'est combien de temps, quelle température, parce que moi je veux garder les vitamines, etc. On se dit ouais, tout à coup, il se passe quelque chose, là, ils ont effectivement envie d'aller plus loin. Et c'est assez intéressant. Et ça, je pense que pour ça, le fait que ça soit vu à la télé, entre guillemets, ça participe à cette dynamique. C'est que ça devient un sujet dont on a envie de parler. C'est pas effectivement un truc caché, une espèce de basse tâche domestique reléguée au fin fond de la maison. C'est quelque chose qui est tout à coup porté en avant comme une activité plutôt sympathique, amusante, éventuellement avec un aspect compétition, effectivement, mais qui fait qu'on a envie d'aller plus loin. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oui, la cuisine renvoie à la biologie. La cuisine renvoie à la biologie, à la physique, à la chimie. Brillat-Savarin l'avait dit il y a 2 siècles et il avait bien raison, effectivement. Et Escoffier, la cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique, devra soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode et une précision qui ne laisseront rien au hasard. C'est là l'introduction de la préface du Guide culinaire 1907. Donc, et Escoffier, c'est pas n'importe qui, roi des cuisiniers, cuisinier des rois, tel était son surnom. Et voilà, donc il y a plus d'1 siècle, il y a déjà cette volonté et cette intuition, d'une certaine manière, que la cuisine est un art, soit,
mais que cet art repose sur des bases qui sont des bases scientifiques. Et ça veut dire quoi? La science, en l'occurrence, la science pertinente pour la cuisine, c'est la physique, la chimie et la biologie, en tout cas la science de la matière. Après, il y a la sociologie, la géographie, l'histoire qui sont tout aussi pertinentes pour expliquer nos modes alimentaires, notre comportement alimentaire, etc. Mais d'un point de vue purement transformation de l'aliment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sciences, ce qu'on appelle les sciences dures, et qui sont les sciences qu'on a appelées gastronomie moléculaire, en fait. Ce qui s'appelle gastronomie moléculaire, c'est ça. Écoutez, j'allais y venir avec une question. On en a beaucoup parlé il y a quelques années. On se rappelle Ferran Adrià. Qu'est-ce qui reste de la cuisine moléculaire aujourd'hui? Alors, de la cuisine moléculaire, pas grand-chose. De la gastronomie moléculaire, beaucoup. Et en fait, c'est pour ça que c'est très important de faire la dichotomie. Ce qui a été créé au début, c'est la gastronomie moléculaire. À savoir, dans les années 80, il y a eu commencé à émerger des séminaires scientifiques dans lesquels le sujet d'étude était la cuisine. Non pas l'alimentation, ça fait longtemps, ça fait des siècles qu'on étudie, on a toujours étudié l'alimentation comme fait alimentaire essentiel quotidien, que ce soit pour des raisons écologiques, sanitaires, etc. Mais là, ce qui est devenu un objet de science dans les années 80, c'était la cuisine domestique. C'est que tiens, je mets un steak dans ma casserole, je mets des haricots verts dans mon eau bouillante, qu'est-ce qui se passe? Et ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun corpus scientifique qui existait sur ces sujets-là. Aucun scientifique ne s'était penché, avait fait des publications internationales dans des revues à comité de lecture sur qu'est-ce qui se passe quand je grille mon steak ou quand je cuis mes pois chiches avec un peu de bicarbonate. Donc il s'est dit, mais il y a tout un champ d'investigation pour décortiquer ce qui se passe au quotidien dans nos cuisines. Et donc la gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de ce qui est rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit, d'après Brillat Savarin. Donc la gastronomie moléculaire, c'est la connaissance raisonnée à l'échelle moléculaire de ce qui est rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Donc qu'est-ce qui se passe quand je suis en train de cuisiner? Et ça, c'est vraiment une science. Et du coup, à partir du moment où les scientifiques ont commencé à bricoler avec ça, ils ont bricolé dans ces disciplines avec des chefs qui se sont intéressés à ce qui se passait. Et on a dit, mais tiens, donc ça veut dire que tu es capable de comprendre la propagation de la chaleur dans un steak quand on le plonge dans l'azote liquide et qu'on le met après dans un bain de friture. Mais alors du coup, ça donne un résultat que j'avais jamais essayé. Mais alors est-ce qu'on pourrait pas faire une cuisson de différence? Est-ce qu'on pourra pas faire des mousses avec un peu de sucre ester que j'ai vu que tu utilises et du coup qui fait des écumes extraordinaires que j'arrive pas à faire avec la mousse de lait que je faisais avant? Et du coup, a émergé des espèces de nouveaux gimmicks en cuisine, des nouvelles techniques, des nouveaux outils éventuellement, avec un sonde à ultrasons de laboratoire, des centrifugeuses, etc., avec lesquels les chefs se sont mis à jouer. Et du coup, il a fallu trouver un nom à cette cuisine, et assez naturellement appelée cuisine moléculaire. C'est de la cuisine, c'est plus de la science. Et pour dire que c'est un peu techno-scientifique, on va garder le mot moléculaire qui est bien et on va appeler ça cuisine moléculaire. Et du coup, c'est devenu effectivement cette cuisine un peu gadget avec des texturants, des trucs qui moussent, des gélifiants. On déstructure tout, on fait un gel de fraise avec une mousse de betterave et puis on grille au chalumeau et puis on passe sous vide, et puis, etc. Et donc ça a fait marrer pendant quelques années dans les restaurants, beaucoup. Mais pour le coup, vous faisiez la différence tout à l'heure entre restaurant et cuisine domestique. Cuisine domestique, ça n'a jamais marché parce que c'est tellement gadget, ça demande tellement d'outils, de produits, de machin qu'on s'amuse une fois à faire l'expérience des billes d'alginate parce que c'est rigolo, on fait des billes de grenadine, on mange, on voit que c'est pas bon, on arrête. Sauf que dans les restos, comme ils ont des brigades énormes, ils peuvent pousser les techniques, ils peuvent faire des trucs qui sont quand même bons, mais ça reste. Ferran Adrià appelait ça la cuisine techno-émotionnelle. Il a jamais utilisé le mot moléculaire, il aime pas, il a raison. Pour la cuisine, ça veut rien dire, mais il a dit moi je fais de la cuisine techno-émotionnelle, c'est-à-dire que j'utilise tout ce que la technique me donne pour créer une émotion que j'avais jamais créée avant dans mes plats. Mais on a bien cette idée, effectivement, d'une hyper-technologisation de cette cuisine. Donc c'est quelque chose qui correspond à un truc qu'on va essayer, qui vont permettre de faire parler de soi, qui vont lancer un peu une mode. Et in fine, qu'est-ce qu'il en reste, pour quand même répondre à la question, il en reste seulement les choses, effectivement, qui avaient du sens. C'est-à-dire quelques outils qui se sont révélés vraiment, pour le coup, des outils un peu de rupture dans le monde de la cuisine, à savoir les cuissons sous vide, qui est à basse température, qui effectivement donne des résultats très différents, intéressants nutritionnellement et au niveau technique, mise en place, etc. Donc c'est resté. Donc aujourd'hui, tous les chefs sont capables et utilisent régulièrement les cuissons sous vide. Les siphons, qui sont ces fameuses bouteilles sous pression qui ont émergé il y a 20-30 ans et qu'aujourd'hui tous les chefs ont dans leur cuisine. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en servent tous les jours, mais c'est-à-dire qu'ils savent que ça existe et peuvent s'en servir. Ça, c'est resté. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Si je prends les siphons et cuissons sous vide, après tout le reste, c'est resté un peu, c'est des trucs de mode, comme les modes en cuisine qui passent et qui reviennent. Ça reviendra peut-être dans 20 ans, on fera quelques gels par-ci par-là, et puis voilà. Merci Christophe. Je regarde l'heure. Il va être temps de sonder un petit peu vos attentes, vos questions. Voilà, nos invités sont là pour y répondre. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer avec un micro. On va prendre une première volée de questions. Je vais la redistribuer à nos invités. C'est plus efficace que d'une question et une réponse, quoi. On va grouper. Qui se lance?
Ben voilà. Bonsoir. Bonsoir à vous trois. Merci pour cette présentation. Moi, je suis étudiant. J'avais peut-être 2 questions. Vous étudiez quoi, monsieur? En sciences politiques. D'accord. Et peut-être une première question sur les plans alimentaires territoriaux, pour savoir ce que c'était plus précisément. Et une seconde question, peut-être plus portée vers le futur. Et madame, vous avez parlé de différentes conceptions, différentes possibilités, et savoir un peu voilà, quelles étaient ces différentes possibilités vers lesquelles on se tournait. Merci. Et au fond, là-bas. Voilà. Madame. Madame, Bonsoir. Bonsoir. Comment le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, bref, on peut parler des collapsologies. Hein, qu'est-ce que ça va être pratiquement, hein? Qu'est-ce que ça va être? C'est plus une question de cuisine. Merci. Marie, vous avez quelqu'un tout en haut? Alors, je ne sais pas qui commence. Pardon, je vous... Ariel Bonny, je fais du jardinage. J'ai entendu ce matin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, sur France Culture, je crois, ou Europe, je ne sais plus. Il parlait de Danone, disant que Danone, qui fait quand même une production massive, industrielle, etc., était en train de réfléchir et d'évoluer vers des petites productions locales, avec des ventes locales et avec des recettes locales. Donc c'est peut-être une des tendances nouvelles c'est leur nouvelle stratégie. Donc ils abandonnent les grandes laiteries, etc., pour passer à des recettes locales et des distributions locales. Ça, c'est un point. Et puis l'autre point que j'avais en tête m'échappe. Je vais vous rendre le micro parce que ça revient. Bonjour, moi je suis archéozoologue au muséum et c'est plus une réflexion peut-être qu'une question, mais c'est souvent on entend dans la société actuelle le fait de manger moins de viande pour l'écologie. Et notre relation à l'animal qui se distend peu à peu par rapport à l'animal qui est tué, abattu, ça devient un peu culpabilisant maintenant de manger de la viande, pas seulement pour l'écologie mais pour l'animal. Je me pose toutes ces questions, je me dis que ça évolue quand même assez vite, et j'avoue que je sais, moi ce que je réponds en général, c'est quand même avant tout de manger peut-être mieux de la viande de la manger en pensant aux éleveurs qui sont eux quand même très en colère, hein, prend les éleveurs du Charolais ou du Morvan qui eux galèrent quand même avec ils arrivent moins à vendre, et puis les abattoirs, enfin penser à ces hommes aussi derrière, et peut-être que manger mieux de la viande, c'est peut-être aussi bien que de dire qu'on ne mange plus du tout de viande, ou je ne sais pas. Enfin, c'est une réflexion, pardon, ce n'est pas vraiment une question. Bien. Oui, l'autre point, c'était pour rebondir par rapport à la collapsologie. Je crois qu'aujourd'hui, déjà, l'alimentation enfin, je crois qu'il disait, peut-être dans ce même reportage, que y avait la nourriture humaine était à 80%, reposait sur quelques variétés, une de tomates pour faire la ketchup bien connue, une autre de pommes de terre pour les frites McCain, etc. Donc il y a déjà une concentration très importante, mais je ne sais pas si, ça fait partie de la biologie, de la biodiversité, mais bon, la biodiversité, c'est quand même au-delà de l'alimentation humaine. C'est pas que ce qu'on mange qui doit être varié, il y a aussi la nature, enfin, en général. Oui, bonsoir. Je suis étudiant en agroalimentaire et ma question elle concerne surtout la nutrition. En fait, quand on regarde les apports nutritionnels conseillés, est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces chiffres, dans ces indicateurs, alors que les études, elles n'ont pas été menées sur des vies entières,
ne sait pas l'impact que peut avoir telle alimentation sur 40 ans. Et surtout, les aliments, ils comportent une grande diversité. Par exemple, au sein si on prend des pommes, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais par exemple, voilà les protéines, voilà, les acides aminés, ils peuvent être très différents dans les protéines. Les protéines, elles peuvent avoir une grande variabilité dans un même, entre différentes pommes. Voilà, qu'est-ce que je raconte? Entre différentes viandes. Hein. Donc, ma question, voilà, ça c'est jusqu'à quel point on peut avoir confiance dans ces recommandations nutritionnelles aujourd'hui? Merci. Déjà pas mal. On prend le micro, s'il vous plaît. Oui. Je pense. On n'a rien choisi, je crois. On reprend la question, s'il vous plaît. On va répondre peut-être mademoiselle tout en haut, puis on va redistribuer les réponses, enfin les questions. Je suis étudiante et je travaille plus particulièrement sur le véganisme, et je voulais savoir si vous pensez qu'au niveau mondial, c'est un régime alimentaire qui est viable au niveau, par exemple, de l'utilisation des terres, même de la reconversion des agriculteurs et des éleveurs, comme disait Madame devant, et donc même sur la problématique de nourrir 7 milliards d'habitants. Est-ce que pour vous, c'est un système alimentaire qui peut être viable à long terme et à grande échelle? Merci. Bien, je vais distribuer les copies. Alors, attendez, on va regarder un peu comment ça se groupe. On va tout de suite parler politique sur le plan alimentaire territorial. Samuel, tu peux en dire deux mots, expliquer la définition? Quelques mots. En fait, ouais. C'est un dispositif d'incitation pour les collectivités locales qui a commencé, je crois, en 2015. Où en fait, l'idée, c'est que en France, ça va surtout être des conseils régionaux ou des communes ou des collectivités, des communautés de communes, pardon. Et l'idée, c'est d'organiser à l'échelle locale l'ensemble des flux alimentaires. Donc, c'est-à-dire que c'est d'abord faire un inventaire des différents producteurs sur la région, où sont les grandes structures de commercialisation, de transformation, qu'est-ce qu'il y a comme transformateur agroalimentaire, et voir ça vraiment à l'échelle locale. Et après, mettre les gens en relation, et de façon à relocaliser les flux. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu idiot que, je sais pas, un meunier, par exemple, fasse venir son blé de 300 km alors qu'il avait la possibilité d'avoir un approvisionnement plus proche. Bon, le blé, c'est pas forcément un bon exemple, mais ça va être vrai sur beaucoup de... Si vous fabriquez de la sauce tomate, essayez de trouver des maraîchers à proximité qui peuvent vous fournir les tomates. Et l'idée, c'est de recréer... alors, ça fonctionne avec les associations. Enfin, c'est tous les partenaires, en fait, locaux. Et voilà. Monsieur avait posé une deuxième question sur le futur. Je pense qu'il voulait des choses très concrètes qu'il demandait à Céline. Et moi, j'ajouterais, je compléterai la question, Céline, sur est-ce qu'on peut avoir confiance dans les indicateurs? Je pense les applis derrière votre question. Est-ce que finalement, on va vers des coachs nutritionnels comme ça, numériques? Et sur quoi on se base pour les croire finalement, hein? Alors, je vais distinguer, si vous voulez bien, quand même, les deux questions, parce que pour moi, il y avait effectivement une première question assez générale, c'est qu'est-ce que c'est que ces différents scénarios sur l'alimentation? J'ai pas eu le temps de les détailler. Bon, c'est assez complexe, mais pour aller vite, on va dire qu'il y a un scénario tendanciel qui se base sur le système tel qu'il existe aujourd'hui, un système qui est quand même assez largement mondialisé, on l'a dit, qui est soumis à une forme de rentabilité économique, donc avec des flux, avec donc des progrès agronomiques dans l'élevage, etc., qui ont été vraiment très très impressionnants ces dernières décennies, et tous les pays d'ailleurs ne sont pas encore au même niveau évidemment de progrès où on est en France ou aux États-Unis. Donc les scénarios tendanciels se basent sur l'extrapolation de ces tendances-là, et quand vous entendez régulièrement dans la presse dire il va falloir doubler la production pour nourrir les 9,7 milliards d'habitants en 2050, on se base vraiment sur ce tendanciel, c'est-à-dire qu'on prend les prévisions démographiques sur lesquelles d'ailleurs il y a différentes variables derrière, mais je rentre pas dans le détail, mais on prend la variante moyenne des projections démographiques. Et on se base sur le fait que la plupart des habitants dans le monde, quand ils s'enrichissent, quand les pays se développent, ils passent par ce qu'on appelle une transition nutritionnelle, où ils vont se mettre notamment
c'est ça qui nous importe, notamment à consommer plus de produits d'origine animale. Et donc, comme c'est ce que le chemin qu'ont suivi la plupart des pays développés, pas tous, parce que là aussi on peut quand même faire des distinctions, mais disons qu'il y a une courbe comme ça qui va de pair avec les évolutions de niveau de revenus. On pense que les évolutions donc de mode de consommation vont faire qu'il va y avoir une demande qui va exploser. Donc ça, c'est le scénario tendanciel. À côté de ça, donc il y a des prospectives alternatives, des scénarios alternatifs qui font varier différents facteurs et qui font notamment varier les comportements alimentaires en disant justement on ne va pas forcément tous se mettre à manger comme des Américains plus de 100 kilos de viande par an. D'ailleurs, dans la plupart des pays développés, on a déjà commencé à diminuer. Ça fait déjà une vingtaine d'années que ça diminue. Donc il y a peut-être eu on a déjà passé peut-être le pic de consommation de viande, et peut-être que les pays émergents, et c'est la grande question, et en ce moment, moi, c'est quelque chose que je regarde particulièrement sur la Chine, peut-être que ces pays-là ne vont pas suivre le même modèle que nous, puisque de toute façon, ils font tout plus vite que nous. Si on prend encore une fois l'exemple du téléphone portable, dans beaucoup d'endroits, ils sont passés directement au téléphone portable avant d'avoir des lignes fixes. Et on le voit dans le domaine de l'alimentation aussi pour un certain nombre de choses. Donc c'est possible que là aussi, ils aillent plus vite, que ça soit pour des raisons de santé, d'environnement, parce que la prise de conscience, elle est aussi planétaire. On le voit à travers un certain nombre de manifestations qui se passent partout sur la planète. Donc il y a un autre scénario, ne serait-ce que sur ces critères-là. Après, bien entendu, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, et ça a été mentionné par certains d'entre vous, c'est les impacts du changement climatique. C'est un phénomène majeur qui va avoir je pense que d'autres peuvent aussi le dire au point de vue agronomique, et des pertes de rendement qui peuvent être très très importantes, déjà liées au réchauffement, mais je pense qu'on sous-estime aussi surtout l'impact des phénomènes extrêmes, et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant, parce que c'est pas modélisable et qu'on ne le sait pas par définition, on ne sait pas quand ça va arriver, quelle ampleur ça aura. Mais bon, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Australie, mais il y a eu déjà des pertes de rendement très importantes liées à des canicules récemment en France, aux États-Unis, des sécheresses. On le voit déjà, c'est plus du tout du futur. Donc là, c'est clair que c'est inquiétant. Donc il faut prendre en compte ça pour faire des scénarios, et puis après d'autres scénarios aussi sur justement comment on répartit la production par rapport à la consommation. Comme je disais, aujourd'hui on est quand même dans des flux très mondialisés, on importe, on exporte beaucoup. Certains pays dépendent énormément des importations, et notamment par exemple des pays africains, et aussi des exportations, ils sont un peu monoculture, et donc on peut imaginer, il y a aussi des scénarios effectivement d'une certaine forme de relocalisation. On ne parle pas forcément de relocalisation là comme tout à l'heure au niveau vraiment de la région, du département, mais ne serait-ce qu'au niveau des pays, et puis redévelopper des cultures locales, des cultures qui sont plus adaptées justement aux nouvelles conditions climatiques, qui étaient déjà adaptées, qu'on a un peu oubliées, donc redécouvrir aussi un certain nombre d'anciennes productions, et c'est valable en Afrique, en Asie, mais c'est valable aussi dans nos pays. En ce moment, il y a beaucoup d'intérêt, par exemple, pour la recherche autour des légumineuses qui ont beaucoup de bénéfices au niveau agronomique et au niveau aussi nutritionnel. Et donc ça rejoint la question, je vais essayer d'en faire plusieurs d'un coup, ça rejoint la question des recommandations nutritionnelles. C'est vrai que les nutritionnistes eux-mêmes le disent, les connaissances elles évoluent tout le temps. Donc ce qu'on disait il n'y a pas très longtemps, on disait il ne faut pas manger de beurre, c'est pas bon pour la santé, maintenant le beurre est revalorisé, donc on ne sait plus trop, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et on nous dit effectivement il ne faut pas manger trop de viande. Bon, ça il y a quand même un consensus sur le fait que ce qui est pas bon, c'est une surconsommation de viande. C'est pas la consommation de viande en tant que telle qui est mauvaise pour la santé, C'est une surconsommation de viande. Là, il semble qu'il y a une corrélation assez nette avec des maladies cardiovasculaires, avec certains cancers. Donc après, par contre, effectivement, il faut regarder par quoi on remplace. Si on remplace par quelque chose qui est végétal mais qui n'est pas très bon, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce recul, parce qu'on a des nouveaux produits vraiment très très nouveaux pour certains, issus de travaux de R&D de plusieurs années, issus parfois de la manipulation génétique aussi. Je pense par exemple au steak d'Impossible Foods, avec donc qui a le côté saignant grâce à une levure qui est génétiquement modifiée. Donc c'est des choses, des produits qui sont ultra transformés. Alors certes ils sont végétaux, mais sont-ils meilleurs pour autant que la viande? Pour le moment on n'a pas du tout ce recul. On commence à avoir des tests grandeur nature, mais on aura sans doute les effets d'ici quelques années. Donc, on est dans l'inconnu. J'aimerais ajouter un petit mot là-dessus. Dans ce steak de Impossible Foods, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent un sang
enfin de lème en fait qui vient de soja. Rappelle ce qu'est Impossible Food. Alors, tout le monde Impossible connaît Food, peut-être. c'est un steak végétal. C'est un burger. Un burger, ouais, un steak de hamburger totalement végétal à base de fécule de pommes de terre, Graisse de coco. blé, graisse de coco. Et en fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'ils ont réussi à reproduire le côté saignant du steak. Et alors pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il se trouve que chez les plantes de la famille des légumineuses, vous avez dans les racines des petits organes qui sont qu'on appelle les nodosités, dans lesquels on retrouve une protéine très proche de l'hémoglobine. Et en fait, ils ont récupéré le gène sur le soja, ils l'ont mis dans une levure et ils disent à la levure, vous nous faites ça en grande quantité. Et donc la levure produit artificiellement de lème, qui est de lème de soja, mais qui ressemble effectivement à du sang. Et le truc, c'est que on ne sait pas du tout consommer cet lème de soja en très grande quantité, ce que ça peut avoir comme conséquence, d'autant que parmi les effets négatifs de la viande, en particulier sur le cancer colorectal, on soupçonne que c'est la cuisson de lème qui est responsable. Donc ça se trouve, on est en train de faire exactement la même chose et que sur les questions de santé, on va pas gagner vraiment en ayant ces steaks végétaux. Mais ça, on le saura que dans 20 ans. Et donc ça me permet effectivement de prolonger la réponse pour les ANR, les apports nutritionnels recommandés. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr ? C'est de la science, donc on n'est jamais complètement sûr. Mais le travail des nutritionnistes, c'est travailler sur des milliers, dizaines de milliers de personnes. C'est des études épidémiologiques et ils regardent ces dizaines de milliers de personnes, ce qu'elles mangent et en gros les conséquences que ça a sur leur santé. Et c'est comme ça qu'on arrive à tirer des tendances. Et évidemment, vous avez raison, on peut pas. Quand on donne des apports nutritionnels recommandés généraux, on ne peut pas tenir compte de la diversité parce que vous et moi, on ne va pas exactement avoir besoin de la même alimentation. On ne peut pas non plus tenir compte de la diversité des aliments eux-mêmes. Il est bien évident que 2 steaks n'ont pas les mêmes qualités nutritionnelles. On sait qu'il y en a qui vont être riches en oméga 3 si les vaches elles ont mangé de l'herbe et d'autres qui vont être pauvres en oméga 3 si les vaches elles ont mangé du maïs et du soja. Mais ça, on n'a pas cette capacité à avoir des visions très très fines. Alors en ce moment, il y a une cohorte qui s'appelle Nutrinet, qui est une énorme cohorte, je crois que c'est 150 000 personnes qui sont suivies régulièrement sur l'alimentation. Et on commence à avoir des résultats et ça permet effectivement d'avoir des informations supplémentaires sur telle alimentation est responsable de tel type de maladie ou pas. Mais parce que plus vous avez de monde et plus vous pouvez corriger tous les effets pervers, parce qu'il y a l'alimentation, mais il y a aussi tous les autres facteurs de l'environnement qui comptent. Si les gens fument, font de l'activité physique, consomment beaucoup d'alcool, voilà, il y a tout un tas de choses et donc il faut réussir à corriger tous les effets pour voir spécifiquement l'effet de tel aliment dans la santé. Christophe, Oui, je vais rebondir sur plusieurs points là-dessus. L'aliment est déjà en soi extrêmement complexe. L'individu est extrêmement complexe. Donc comprendre cette imbrication de 2 systèmes complexes, à savoir un aliment que je vais métaboliser, est une question vertigineuse. Il y a un domaine qui émerge, ce qu'on appelle la nutrition moléculaire, justement pour rebondir un peu sur ce que je disais tout à l'heure. La nutrition, ça consiste à effectivement essayer, comme ça a été dit, de voir les éventuelles corrélations entre un régime alimentaire et puis l'impact que ça a sur ma santé. Ce ne sont que des corrélations et la science est toujours extrêmement prudente par rapport à ça, parce que tant qu'on n'a pas la chaîne de causalité, on ne peut pas dire grand-chose. Et la chaîne de causalité, elle est forcément moléculaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis capable de dire exactement qu'est-ce qui se produit entre tel composant de tel aliment et mon organisme. Je prends un exemple. Je vais voir que les gens qui mangent beaucoup de tomates ont moins de cancer de la prostate. Ça, c'est une corrélation. Je ne peux pas dire que la tomate protège du cancer de la prostate. Je peux dire qu'il existe cette similarité entre les gens qui mangent beaucoup de tomates et ceux qui ont moins de cancer de la prostate. Mais si ça se trouve, c'est juste que ceux qui mangent des tomates, ils les assaisonnent avec un coup d'huile d'olive et que c'est l'huile d'olive qui est responsable du phénomène j'ai moins de cancer de la prostate. Donc, tant que je n'ai pas la chaîne de causalité entre quel est tel composant a tel effet sur mon organisme, je ne peux pas y mettre ma main à couper. Or, le problème, c'est que, encore une fois, les aliments sont des superpositions de centaines de composés. Donc, c'est très compliqué de remonter une chaîne de causalité et c'est d'ailleurs ce qui est très utilisé par pas mal de lobbies, c'est que dans chaque aliment, on peut trouver un élément fantastique. Si je prends de la viande de porc, si je veux vendre ma viande de porc, je dis c'est riche en vitamine B, donc c'est génial, parce que c'est riche en vitamine B, on en a besoin. Sauf que maintenant, si je veux au contraire détruire le truc, je dis oui, mais il y a beaucoup de graisses saturées, c'est pas bon. C'est beaucoup utilisé par le lobby du vin. Dans le vin, les nutritionnistes ne savent pas comment se positionner, parce qu'on est là, c'est plein de resveratrol, c'est un antioxydant, et c'est vrai.
Et donc c'est génial. Bah oui, mais c'est aussi plein d'alcool, et l'alcool c'est cancérigène. Ah bah donc on fait comment? Alors c'est-à-dire que je bois un protecteur du cancer en même temps que je bois une molécule qui favorise le cancer. Donc laquelle gagne dans les deux? C'est très compliqué. Plus d'un verre à la fois. Pas plus. Alors voilà, mais le pire c'est que les recommandations évoluent. Effectivement, au début on n'était pas plus d'un verre à la fois, dans le sens un verre ça passe, mais maintenant là un cas quand même, il arrive à dire on arrête les bêtises. Là non, il n'y a pas d'effet de dose. L'alcool c'est de toute façon cancérigène, même avec un verre. Donc évidemment ça fait des levées de boucliers parce que c'est un produit culturel, etc. N'empêche que c'est très très difficile. Et pour rebondir sur votre question, madame, derrière nous, effectivement, il y a une usine de salade. C'est-à-dire que ce sont des salades en production en usine, c'est-à-dire hors sol. C'est en l'occurrence une ferme au Japon. Donc là, ils sont en train de produire leur salade. Bon, on n'a aucune idée de l'impact nutritionnel à long terme d'un consommateur qui ne mangerait que ce type de salade. On va se dire que c'est de la salade, après tout, il n'y a pas de raison, une salade c'est une salade. Mais oui, mais on ne peut pas en être complètement sûr. Le fait qu'elle soit cultivée sur ce système hors sol, peut-être que ça change des choses qu'on ne maîtrise pas encore très bien sur l'équilibre nutritionnel de la salade. On peut dire que c'est plutôt... les enrichir en potassium. On peut les enrichir en plein de choses, et au contraire... Jouer sur les lumières et les enrichir... Donc, et c'est ça le piège, effectivement, on peut se dire, mais au contraire, c'est génial, parce qu'on peut formuler la salade comme on veut, un peu façon OGM, on peut rajouter des vitamines comme on veut. On a un système qui est sans aucun pesticide, c'est génial, c'est pas bio parce que c'est hors sol, mais c'est mieux que le bio, d'une certaine manière, parce que le gars il est en scaphandre, quasiment, parce que justement, et ces cultures ne sont pas protégées, elles n'ont pas besoin d'être protégées du moment que tout est stérile. Donc on peut vendre après le sachet de salade en disant sans pesticides, en marquant en gros dessus, parce qu'effectivement ça a été cultivé complètement hors sol. Mais du coup, comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce que le consommateur se positionne par rapport à ça, comment est-ce que les nutritionnistes peuvent s'avancer en terrain à peu près solide en se disant il n'y a pas de souci, une salade ça reste une salade. Tout ça c'est des questions sur lesquelles il y a encore débat, bien entendu. Y compris même sur la question de la stérilité, parce qu'on a aussi des montagnes de rapports aujourd'hui sur la richesse de notre intestin avec des millions et des milliards de bactéries, je ne sais plus, 3 kilos. Entre 1 et 2 kilos suivant son état de santé. Ouais. Et on a besoin de choses pas stériles pour les nourrir même, plutôt. Il faut plutôt entretenir la non-stérilité, non ? Il faut plutôt entretenir la non-stérilité. Et pour revenir sur les tendances d'aujourd'hui, il y a beaucoup de il y a une espèce de consensus qui commence à émerger sur le fait que l'apparition de plus en plus fréquente d'allergies est justement due à cet environnement trop aseptisé. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système immunitaire qui devient désentraîné et qui donc se met à réagir de manière extrêmement brutale à des intrus qui, jusqu'à présent, étaient considérés dans le flot des intrus qui pouvaient venir avec les contaminations bactériennes et autres. Donc, effectivement, cette alimentation, d'une certaine manière, trop sûre, et sans doute, ça reste un scénario, une hypothèse, promotrice d'un certain nombre d'allergies qu'on voit émerger aujourd'hui et qui sont une conséquence de cette fausse bonne idée qui est de tout nettoyer, tout aseptiser dans notre alimentation. On n'a pas répondu à tout le monde encore. Moi, je veux bien répondre simultanément à la question sur le véganisme et sur l'élevage. Et sur l'élevage. J'imagine que mes collègues auront des choses à rajouter. Mais... alors sur l'élevage, la première chose, c'est que dire l'élevage déjà, c'est extrêmement réducteur parce qu'il n'y a pas un élevage, mais des milliers d'élevages différents. Si on fait, j'ai envie de faire 3 grandes catégories avec vous. Il y a des élevages qui vont être plutôt hors sol, intensifs, et qui sont la règle, en gros, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les feedlots, c'est-à-dire que les animaux sont dans des étables et on leur apporte de l'alimentation, ils ne voient jamais un brin d'herbe. En France, c'est relativement... Pour donner un ordre d'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous coupe, feedlot, c'est des unités de 15 000 bovins. Hein. Oui, c'est du gros. Ouais. C'est vraiment pour faire du steak. Hein. Après, il va y avoir... alors, en France, on a des formes très atténuées de ça, hein, mais pareil, où l'animal il va être majoritairement nourri au soja et au maïs. Donc, le maïs, il est globalement produit par les éleveurs ou acheté localement, mais le soja, il vient quasiment exclusivement de l'importation d'Amérique, hein, pour l'essentiel, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Et après, donc ça va être, on va dire, les élevages qu'on qualifie d'intensifs. Et en général, quand on parle d'élevage, on pense à ça. Mais il y a en France, par exemple, tout un tas d'élevages qui sont des élevages plutôt vertueux, aussi bien en termes de bilan carbone que de biodiversité, parce que ce sont des pâturages.
ce qu'on appelle des élevages herbagés. Alors je parle pour les bovins, mais vous avez des équivalents en agroforesterie, par exemple, avec des poulets qui vivent sur des parcours forestiers, c'est-à-dire qui sont en plein air avec des arbres au-dessus. Le poulet des Landes, par exemple, alors il y a plein de poulets en label rouge ou en bio hein, qui respectent ces cahiers des charges-là. Et là, pour le coup, on est sur des choses qui sont plutôt vertueuses, aussi bien en termes de bilan carbone que de biodiversité. Et puis, vous avez des élevages qu'on oublie un petit peu trop souvent, mais qui sont les seules ressources possibles pour des personnes qui ne peuvent pas cultiver du végétal. Quand vous êtes au Sahel ou en montagne ou en Asie centrale ou dans des marécages, le delta du Niger, des choses comme ça, il n'y a pas de possibilité de faire de l'agriculture dans ces endroits-là. On ne peut pas cultiver des céréales, on ne peut pas cultiver des plantes que les humains peuvent manger. En revanche, les plantes qui sont là, elles servent de nourriture aux animaux, aux chèvres, aux moutons, et éventuellement d'autres animaux quand on peut. Donc, faut bien, et on oublie un petit peu que dans l'élevage, il y a toute une partie de ces élevages qui peuvent d'ailleurs poser d'autres problèmes, mais bon, peu importe. Mais il y a toute une partie de ces élevages qui sont juste le principal moyen de subsistance de centaines de millions de personnes à la surface de la planète. Sur le véganisme, du coup, bah ça va avec, c'est pour ça que je voulais répondre aux deux en même temps. Est-ce que c'est une alternative viable ? Bah, ça paraît viable quand on est dans les sociétés occidentales et puis dans les sociétés qui se développent rapidement, peut-être chinoises, indiennes ou brésiliennes peut-être, mais clairement du point de vue justement de ces populations d'éleveurs qui ne peuvent vivre que de leur viande, bah non, on ne peut pas imaginer un système vegan à l'échelle planétaire pour l'instant. L'autre problème, enfin il y en a plein, mais parmi les questions, et comme je pense que c'était un peu le sens de votre question, en tous les cas je réponds sur cet aspect-là, c'est en termes d'entretien des paysages, qui va faire le boulot ? Si vous n'avez pas d'animaux pour pâturer aujourd'hui les pâturages de montagne, vous allez avoir des forêts, vous allez avoir un effondrement de la biodiversité. D'accord ? Une prairie de montagne est plus diversifiée en termes de biodiversité qu'une forêt de montagne. Et c'est vrai un peu partout. Donc ça veut dire que si on n'a plus ces animaux pour entretenir les paysages, qu'est-ce qui se passe à ces paysages ? Alors moi j'en ai déjà discuté avec des gens qui sont pro-véganes et qui me disent bah, on peut toujours faire de l'élevage sans tuer les animaux. Bah oui, mais avec quels moyens ? Pour financer qui va accepter de mettre des animaux sur son territoire sans Pardon ? Excusez-moi. Ah, alors, les animaux sauvages... Oui, alors... Oui, en France... Ouais. Alors, en fait, en France, il y avait ça avant, mais les animaux en question s'appelaient le bison d'Europe, l'auroch, le mammouth, et en fait, le problème, c'est qu'ils sont plus là, quoi. Donc en fait, les herbivores qui restent aujourd'hui en France, les calculs ont été faits, hein, ne peuvent pas entretenir les paysages de la même façon. Et il faudrait des grands mammifères. Donc oui, on peut réintroduire du bison américain en le faisant passer pour un bison d'Europe, mais pour l'instant, non, c'est pas faisable à cette échelle-là. Mais ça n'empêche pas que la réflexion peut être menée. On peut très bien imaginer des scénarios effectivement où on supprimerait complètement les animaux domestiques de nos paysages, mais en fonction des personnes qui sont pour un véganisme généralisé, justement ces aspects-là changent pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fertilisation aussi ? Alors, il y a un problème de matière organique, effectivement, puisque les fumiers de ces animaux sont extrêmement utiles pour l'agriculture. Et donc, ça veut dire qu'on a forcément recours à davantage d'intrants de synthèse, ou alors il faut cultiver des légumineuses systématiquement, mais on n'a pas suffisamment de surface pour le faire. Donc, il y a un problème, effectivement, de fertilisation. Oui, on a dépassé de 4 minutes, mais voilà, on pourra peut-être revenir faire un débat sur le véganisme. Donc, on n'a pas répondu à la dame sur Danone qui... Voilà, donc sur la relocalisation de Danone, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est capable de me dire. Moi, j'ai simplement le sentiment que c'est un concept de relocalisation à l'échelle mondiale, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que... Il y a d'autres groupes industriels qui fonctionnent déjà comme ça. Hein. Il faut voir qu'il y a c'est pareil. Il y a des industries qui sont différentes les unes des autres. Il y a déjà des groupes qui fonctionnent, qui ont des produits un peu partout dans le monde, mais qui sourcent leurs matières premières et qui travaillent avec les agriculteurs locaux et qui les traitent bien.
Donc effectivement, il y a plusieurs modèles là aussi, et pour moi, c'est quand même un signal important de voir que on entend récemment, on a entendu aussi Cargill dire le réchauffement climatique, c'est un gros problème, il faut s'en occuper, de voir que voilà, il y a pas mal d'industries qui bougent, qui commencent à bouger, à essayer de faire justement des économies d'énergie dans leur process, et puis oui, peut-être revoir leur chaîne d'approvisionnement, ça me paraît assez sensé. Ça veut surtout dire que les grandes entreprises entendent les consommateurs aussi. Oui, mais c'est leur intérêt bien compris, dans le sens aussi où ils peuvent tabler les prévisions, ça c'est les prévisions officielles, tablent sur quand même une croissance du prix de l'énergie, et puis encore une fois les impacts climatiques qui vont faire que, à mon avis, ça ne sera pas rentable d'ici 10 ans, ça ne sera pas rentable d'importer des choses de l'autre bout de la planète et de faire le yaourt avec des choses qu'on fait 3 fois le tour de la planète. Là, ça peut plus marcher. Il faut qu'on arrête là maintenant, je pense. Sinon, on va finir sans pompiers. Je voudrais juste pour conclure, je vous laisse vous conclure chacun ce que vous avez retenu des discours de nos invités. Simplement, moi, j'ai visité l'exposition, donc je mange, donc je suis, il y a quelques jours, et je suis revenu. Il ne va pas rougir, je vais citer Christophe présentant l'exposition, disant en gros que face aux enjeux climat, écologiques, démographiques, on avait beaucoup de choses à faire, c'était très complexe de se poser la question de ce qu'on mangeait, et que lui posait la question dans une petite vidéo du bien manger. Et donc il disait, voilà, bien manger, c'est à la fois, faut que ça soit bon au goût, sur toute la question du plaisir gastronomique qui est liée à nos cultures familiales, territoriales, que ce soit bon pour le corps, protéines et nutriments, bon pour la planète, par rapport à la pollution, on n'en a pas trop parlé, agricole, des déchets, du gaspillage alimentaire, bon pour le social, c'est-à-dire que ça soit l'exploitation néocoloniale, je donnerai comme chiffre. Nous aussi, on est dépendants. On importe 53 millions de tonnes de soja et de substituts aux céréales au niveau européen pour nourrir nos élevages intensifs. Le revenu des paysans au niveau du social et puis de tous les artisans de bouche. Et puis moralement, par rapport à l'éthique animale, on l'a évoqué. Donc, je veux dire, on peut repartir avec ces éléments résumant bien le problème par Christophe. Et puis, voilà, écoutez, je vous souhaite... bon appétit et à vos fourneaux surtout, avec des produits frais. Surtout.